Comment un voilier de cette taille peut-il couler en si peu de temps? La dynamique de l'accident nous indique combien de minutes se sont écoulées depuis que le bateau a été frappé par le downburst jusqu'à son naufrage, 16 minutes. Un bateau de cette taille, avec un mât de 75 mètres de haut, 2900 mètres carrés de voile et encore 146 mètres carrés de logement intérieur, comment peut-il couler en seulement 16 minutes? Il y a des questions auxquelles nous ne pouvons toujours pas répondre, et il faudra attendre les enquêtes définitives pour comprendre. Si jamais il nous est possible de savoir ce qui s'est réellement passé ce matin-là, à l'aube du 19 août 2024. Mais procédons dans l'ordre. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour faire un raisonnement qui nous mènera à quelques conclusions. Le phénomène météorologique appelé downburst, était-il prévisible? Le bulletin météo de cette nuit-là prévoyait des orages dispersés, mais aucun événement météo d'une telle intensité. La question se pose naturellement, pourquoi les alarmes de vent n'ont-elles pas été déclenchées? Il faut savoir que la technologie à bord de ce navire permettait de régler une alarme de vent. C'est-à-dire, lorsque le vent dépasse une certaine intensité, l'alarme se déclenche. Par précaution, l'alarme n'est pas réglée à 30 nœuds, car lorsque cette intensité est atteinte, toute procédure de sécurité deviendrait difficile. On pourrait commencer à la régler à 20 nœuds. De cette manière, la personne chargée de la veille aurait pu entendre l'alarme de vent et avertir le commandant. L'une des premières règles lorsqu'on travaille à bord d'un navire est que si l'on ne sait pas quoi faire, on avertit le commandant, si l'on ne sait pas comment opérer, on avertit le commandant, si une alarme inconnue se déclenche, on avertit le commandant. En somme, dans ce cas précis, en déclenchant l'alarme de vent à 20 nœuds, le marin de veille aurait dû réveiller le commandant et lui signaler l'atteinte des 20 nœuds, après quoi il aurait décidé, en fonction de son expérience, quoi faire. Habituellement, si les conditions restent stables, on peut augmenter le seuil de l'alarme, par exemple à 23 nœuds, tout en restant encore plus vigilant puisque les conditions se dégradent. Voici les mots du capitaine James Cutfield, le marin Griffiths est venu me réveiller en me disant qu'il y avait 20 nœuds de vent. J'ai regardé les instruments, et c'était effectivement le cas. Je suis sorti immédiatement et j'ai demandé à avertir tout le monde car la situation ne me plaisait pas. Mais quelque chose n'a pas fonctionné. À ce stade, on pourrait aussi regarder le radar, qui sur ces navires peut avoir une portée allant jusqu'à 64 miles par rapport à la position du navire. Sur le radar, en réglant les valeurs adéquatement, on peut voir les perturbations arriver bien à l'avance et donc prendre les précautions nécessaires. En résumé, s'il n'avait pas vu la perturbation arriver sur le radar avant d'aller se coucher, l'alarme de vent aurait dû mettre en alerte la veille et le commandant, et par la suite, faire les considérations nécessaires en regardant ce qui arrivait sur l'écran du radar. En plus de ces alarmes, d'autres peuvent être ajoutées, par exemple celle de l'ancre. Donner un certain nombre de mètres de chaîne, c'est-à-dire les mètres de chaîne sur le fond, on obtient une mesure précise. Par exemple, si l'on donne 100 mètres de chaîne et que le navire mesure 56 mètres de long, on peut régler l'alarme du cercle d'ancrage à 160 mètres, au minimum. Le cercle d'ancrage est ce cercle qui utilise comme point fixe l'ancre du navire, et le cercle est celui autour duquel le navire peut pivoter. Ainsi, avec des vents en augmentation, si l'ancre avait dérapé et n'avait plus pris sur le fond, l'alarme réglée se serait déclenchée, et la personne de veille ou le commandant aurait agi. Il faut savoir que la personne de veille a la possibilité d'observer l'instrumentation. Le commandant, même s'il dort, reçoit également un retour de toute l'instrumentation en cabine et aurait donc dû entendre l'alarme de l'ancre. Une autre alarme qui peut être réglée est celle de l'angle de gîte. Si le vent très fort frappe latéralement le voilier et le fait gîter au-delà d'un certain angle réglé, l'alarme se déclenche. Ainsi, les possibilités d'être averti par la technologie sont multiples. Si l'on a la possibilité de régler toutes ces alarmes, pourquoi personne n'a-t-il déclenché l'alarme bien avant l'événement tragique? Pourquoi le cuisinier a-t-il été trouvé mort en premier? Les questions continuent d'augmenter au lieu de diminuer. Avant de poursuivre la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications.
le Baizian a dérivé de plus de 300 mètres de son point d'ancrage. Le vent a considérablement augmenté, la mer s'est également levée, et les vagues frappaient la coque au point que certains invités ont préféré aller dormir dans le salon par peur. Mais quelles ont été les causes du naufrage? On lit dans les journaux que des panneaux de poupe ont été laissés ouverts, ce qu'un commandant d'une telle expérience n'aurait certainement pas permis. En supposant que le compartiment de l'extrême poupe ait été laissé ouvert, aurait-il pu faire couler le Baizian? Non, nous disent les ingénieurs navals, et même si la porte étanche reliant l'ouverture latérale arrière gauche à la salle des machines avait été laissée ouverte, cela ne suffirait pas à faire couler le navire. Les ingénieurs navals ont conçu le navire de manière à ce que même si 2 des 6 compartiments étaient complètement inondés, le navire ne coulerait pas. Il aurait perdu sa position normale, mais certainement pas coulé. L'inondation de la salle des machines pourrait expliquer l'extinction des lumières sur le mât en raison de court-circuit, tandis que la lumière de mouillage en tête de mât est alimentée par une batterie séparée, mais n'expliquerait pas le naufrage. Alors, quelles pourraient être les autres causes? On pense qu'un autre compartiment a été inondé, et 3 compartiments inondés auraient compromis la stabilité du Baizian dans son ensemble. Mais avant d'analyser le débit de la voie d'eau, que nous calculerons ensemble à la fin de la vidéo, il faut connaître quelles sont les ouvertures sur la coque et celles présentes sur le pont. D'après les dessins et les images, nous voyons qu'à l'extrême arrière se trouve la plage pour se baigner. Cette ouverture automatisée n'a pas accès à l'intérieur du Baizian, seulement à une échelle repliée pour accéder plus facilement à la mer. Dans la zone arrière côté gauche, en revanche, se trouve le fameux accès latéral lorsque les invités arrivent en annexe. Cependant, une fois que tout le monde est à bord, elle est fermée, justement en raison de sa proximité avec le niveau de la mer. Même les vagues produites par un bateau à moteur qui passe à proximité pourraient faire entrer de l'eau. De l'eau salée qui salirait le travail de nettoyage fait par les marins, donc il est presque certain qu'elle était fermée. Mais même si elle était ouverte, cela ne suffirait pas à faire couler le voilier à elle seule. Certains ont supposé que l'eau était entrée par les hublots présents sur les murailles du Baizian, mais ils ne sont pas ouvrables, ils sont fixes. Ils sont conçus pour résister à l'impact des vagues violentes sur le flanc du navire. De plus, sur ce type de navire, la climatisation est toujours en marche, ce qui rend inutile des hublots ouvrables. En passant au pont, nous avons l'entrée de la zone des invités à l'arrière, qui est abaissée de 4 marches, mais cependant, la porte centrale du salon est sur la ligne de la quille. Si l'eau était entrée par cette porte, cela signifierait que les compartiments qui avaient laissé entrer de l'eau étaient bien plus que la moitié, ce qui est hautement improbable. En passant à la zone avant du pont, il y a l'entrée de l'équipage, distincte de celle des invités. Eh bien, pour éviter que l'air conditionné ne s'échappe des espaces en dessous, et pour éviter que la pluie n'y pénètre, l'écoutille est toujours fermée. Mais si elle avait été ouverte, elle se trouve également dans la position centrale du navire et aurait donc inondé la zone de l'équipage, mais certainement pas en premier. Il y a ensuite 2 autres zones appelées bailles, où sont stockés les jeux ou les annexes, selon l'équipement du navire. On peut y garder soit 2 annexes, soit une annexe et 2 jet-skis. Quoi qu'il en soit, les 2 bailles sont séparées de la zone sous le pont, donc elles n'auraient pas laissé entrer d'eau. De plus, elles sont dotées de dallots, c'est-à-dire des drains pour évacuer l'eau recueillie par les annexes pendant la mise à l'eau. Enfin, il y a les conduits pour l'entrée d'air forcé. On les appelle ainsi pour éviter les stagnations d'air conditionné et la prolifération de bactéries dans des locaux complètement fermés comme les cabines. Et les conduits pour l'entrée et la sortie d'air dans la salle des machines. Dans les 2 cas, il y a des dispositifs appelés chuters, qui ont pour fonction de bloquer l'entrée d'air en cas d'incendie, pour éviter la propagation des flammes, et d'empêcher l'entrée d'eau en cas de gîte excessif du navire. Même si de l'eau était entrée par ces conduits, cela ne suffirait pas à faire couler le navire, et nous comprendrons bientôt pourquoi. Comme vous l'avez compris, la technologie aide fortement les équipages, c'est pourquoi le naufrage de ce voilier reste encore plus mystérieux. De plus, avant un éventuel arrêt des générateurs,
les puissantes pompes de cale sur ces navires auraient évacué toute l'eau entrée en mer. En plus d'avoir plus d'une pompe de cale, on peut aussi utiliser la pompe à incendie qui, au lieu d'aspirer de l'eau de mer pour éteindre un incendie à bord, peut être utilisée à l'inverse, c'est-à-dire pour évacuer l'eau sous le pont en mer. Mais avant d'arriver au calcul qui nous aide à comprendre le débit d'entrée d'eau nécessaire pour couler le navire, comme promis, nous le calculerons ensemble plus tard, il faut parler de la quille. Ce navire n'avait pas un bulbe, mais une quille dite en lame. En position rétractée, le tirant d'eau est d'environ 4 mètres, en position ouverte, le tirant d'eau devient de 9 mètres et 60 cm. Il faut savoir que la quille est relevée pour entrer dans les ports, où le fond ne permettrait pas toujours à une quille de près de 10 mètres de passer, ou lorsqu'on navigue près de la côte où il pourrait y avoir des rochers submergés, pour éviter les collisions. Là, près du lieu du naufrage, il y a les formiches, des rochers affleurants et submergés. Le commandant aurait pu la relever, ou partiellement, pour éviter des collisions. Il faut ensuite comprendre pourquoi il ne l'a pas abaissée dans une situation de mouillage, mais ce sont des considérations que feront les enquêteurs, nous nous contentons de faire des hypothèses. Le manuel du constructeur définit les angles de gîte au-delà desquels la stabilité du navire est compromise et qu'il faut éviter de dépasser. En l'occurrence, les angles de gîte maximaux autorisés sont de 73 degrés avec la quille rétractée et de 88 degrés avec la quille abaissée. Est-il possible qu'ils aient dépassé ces angles de gîte, entrant par la suite dans l'angle de chavirement, à partir duquel on ne peut plus revenir en arrière? Le phénomène du downburst a-t-il vraiment pu faire gîter le Baisian d'autant de degrés, pour permettre une gîte pendant un temps suffisant pour laisser entrer assez d'eau pour provoquer le naufrage? Cela, nous ne le savons pas encore, mais ce que nous pouvons raisonner ensemble, c'est sur la quantité d'eau qui aurait pu entrer, en effectuant le calcul que nous vous promettons depuis le début de la vidéo. Mais avant de découvrir comment calculer la quantité d'eau qui a causé le naufrage, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications. Un navire est exprimé en GRT pour comprendre les volumes internes de la coque, gross register tonnage. Un GRT équivaut à 100 pieds cubes, soit 2,83 mètres cubes. Ainsi, en multipliant les 473 GRT déclarés du Baisian par 2,83 mètres cubes, nous obtenons 1338,59 mètres cubes de volume interne du navire, qui devrait être rempli pour le faire couler. Ils ont indiqué qu'il a fallu 16 minutes pour le faire couler. Par facilité de calcul, nous transformerons les 16 minutes en secondes pour comprendre le débit d'eau entrant. Donc, 16 fois 60, nous obtenons 960 secondes. Il y a 960 secondes en 16 minutes. Maintenant, divisons le volume interne du Baisian par les 960 secondes nécessaires pour le faire couler. Ainsi, nous obtenons 1338,59 mètres cubes, divisé par 960 secondes, égale à 1,39 mètres cubes par seconde. Il y a eu une ouverture qui a permis une entrée d'eau de 1,39 mètres cubes par seconde pour le faire couler en 16 minutes. 1 mètre cube, c'est 1 mètre de largeur, 1 mètre de longueur et 1 mètre de hauteur. Imaginez que chaque seconde, un cube de ces dimensions, est même plus grand puisque le résultat est de 1,39 mètres cubes OS, en trait. Nous arrêterons les calculs ici. D'autant plus que nous ne connaissons pas la profondeur exacte de l'entrée d'eau. À une plus grande profondeur correspond une plus grande pression. Il devient difficile d'hypothétiser l'ouverture en mètres carrés, permettant à l'eau de faire couler le Baisian. Les premières enquêtes nous indiquent que les corps ont été retrouvés là où il y avait une petite réserve d'air. En effet, les résultats des 4 premières autopsies des personnes décédées, les époux Morvillo et les Bloumet, indiquent qu'ils sont morts par suffocation et non par noyade. Les médecins légistes n'ont pas trouvé d'eau dans leurs poumons, ce qui implique qu'ils avaient épuisé l'oxygène présent dans la cabine. Tandis que les corps de Lynch et de sa fille doivent encore être autopsiés. Cela nous laisse avec une dernière question, en plus de toutes celles soulevées dans cette vidéo, à quel point les personnes à bord ont-elles été déterminantes dans le naufrage du Baisian? Écrivez-le dans les commentaires. Enfin, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like pour suivre les aventures des géants des mers. Merci et à la prochaine.